Alors, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner deux stratégies, n'est-ce pas, efficaces pour décrocher rapidement un emploi au Canada. Alors, vous allez vous demander c'est quoi ces stratégies. C'est deux éléments qui causent beaucoup de tort à ceux qui recherchent le travail au Canada à partir de l'étranger, même à ceux qui recherchent le travail à l'intérieur du Canada. C'est pareil pour tout le monde. Mais particulièrement pour ceux qui sont à l'étranger, c'est plus délicat parce que au moins c'est ceux qui sont déjà sur le territoire, c'est autre chose, ok? Mais bon, je vais m'adresser à ceux qui sont à l'étranger. Vous voulez immigrer au Canada, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez, je sais pas, en Asie. Cette vidéo est pour toi si tu souhaites, n'est-ce pas, trouver un emploi au Canada. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de m'étaler sur les deux éléments fondamentaux sur lesquels tu dois beaucoup t'appesantir lorsque tu cherches le travail au Canada, cette stratégie-là, ces deux éléments-là s'appliquent surtout pour ceux qui veulent décrocher un travail, un permis de travail fermé au Canada. Donc, si tu es nouveau ici et que tu ne sais pas ce que c'est qu'un permis de travail, au Canada, il y a deux types de permis de travail, si je ne me trompe pas. Il y a ce qu'on appelle le permis de travail ouvert, il y a ce qu'on appelle un permis de travail fermé. Un permis de travail ouvert, c'est simplement un permis de travail qui te permet de travailler pour tous les employés au Canada. Tu es autorisé à travailler pour tous les employés au Canada. Par contre, un permis de travail fermé, c'est ce qu'on appelle encore un permis lié. Lié, pourquoi? Parce que c'est un employeur canadien qui a l'exclusivité sur toi durant la durée de votre contrat. En réalité, c'est quoi? En réalité, comment ça se passe? Le permis de travail relève du fédéral, relève du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, c'est à peu près, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Le Canada, en fait, c'est une fédération de pays. Okay? Pour ceux qui sont au Nigeria, c'est un peu comme la Russie qui est une fédération de pays. Le Canada, c'est comme l'Union européenne, voilà. Une fédération de pays où à l'intérieur, chaque province, en principe, qui représente un pays. Mais on les appelle ici des provinces. Voilà, c'est une dénomination. Mais par exemple, le Québec peut représenter un pays. Mais en haut, il y a un gouvernement qui coiffe tout. Et c'est ça qui forme le Canada entier. Et le permis de travail qui te permet de travailler au Canada, c'est le gouvernement fédéral qui te délivre ce permis. Ce n'est pas le gouvernement québécois qui peut te délivrer ce permis. Ce n'est pas le gouvernement de l'Ontario qui peut te délivrer. Mais par contre, une des pièces pour obtenir ce permis de travail, c'est par exemple la lettre d'un employeur qui dit « Ok, j'accepte recruter telle personne, on met ton nom, on met le titre de l'emploi, mais bref, il y a un canevas précis que l'employeur doit, il y a un formulaire que l'employeur doit, n'est-ce pas, remplir pour recruter quelqu'un à l'étranger. Et c'est avec ces documents que tu vas présenter au gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui délivre le visa pour entrer dans tout le Canada. Bref, c'est le gouvernement fédéral à partir de l'IRCC qui s'occupe de tout ce qui est les entrées et les sorties, n'est-ce pas, au Canada. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc tu comprends bien que pour obtenir ton permis de travail fermé, pourquoi j'insiste là-dessus? La dernière fois, j'ai parlé de l'entrée express. L'entrée express, c'est vraiment pour ceux-là qui veulent venir directement comme résident permanent. C'est aussi le fédéral qui gère ce programme. Pourquoi le permis de travail fermé? Parce qu'aujourd'hui, le permis de travail fermé, c'est une voie très rapide. Okay? C'est une voie rapide. Si un employeur, j'ai dit dans l'une de mes vidéos, si un employeur vous recrute au Canada, vous êtes déjà un pied au Canada. Ça, il faut pas... Vous avez déjà un pied au Canada. Si un employeur vous signe un contrat de travail, c'est ça le plus difficile dans ce processus. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous parler des deux éléments. Ok? Et ces deux éléments qui sont, n'est-ce pas, fondamentaux et essentiels lorsque vous voulez décrocher un contrat de travail qui va vous permettre d'obtenir facilement un permis de travail fermé. L'élément essentiel, ces deux éléments essentiels dont je parlais en début de vidéo, il s'agit de votre CV et de votre lettre de présentation. On appelle ça au Canada lettre de présentation. Ailleurs, sous d'autres cieux, on appelle ça lettre de motivation. Mais au Canada, on appelle surtout ça lettre de présentation. Ça, ce sont les deux éléments fondamentaux sur lesquels vous devez consacrer tout plus de 60% de votre énergie. Pourquoi ces deux éléments? Parce que le premier contact que vous faites avec l'employeur, c'est à partir de votre CV. Vous n'êtes pas là pour discuter avec lui. Okay? Il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui vous représente ou quoi que ce soit. C'est votre CV qui parle pour vous. Votre lettre de motivation qui parle pour vous.
Ok. Dans cette vidéo, principalement, je vais m'attarder sur le CV. Il y aura une deuxième vidéo qui va sortir probablement la semaine prochaine, à la même date, où on va entrer plus en détail sur ce qu'on appelle la lettre de présentation. Je vais vous donner plus de détails là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler du CV. Déjà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent à partir, n'est-ce pas, de l'Afrique et de l'Europe même, des personnes francophones qui veulent postuler au Canada. Mais à chaque fois que je discute les modèles de CV que j'ai reçus de certaines personnes, j'ai été triste dans un premier temps de constater qu'il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses. Quelqu'un me dit, ok, je veux que tu me fasses un CV. J'ai dit, ok, envoie-moi le CV que tu as fait, je vais regarder, je vais te donner mon avis là-dessus s'il y a des points à corriger. Mais je me rends compte que, première pour ceux les plus paresseux, font des CV bâclés, font des CV du genre, comment on dit ça, vous voyez des CV qu'on a copiés sur internet un peu, vous voyez un peu ce genre de CV. Lorsque moi déjà à mon niveau je constate ça, vous pensez qu'un employeur sérieux ne va pas constater. Et en plus, retenez bien ce que je vais vous dire. Lorsque vous mentez, vous donnez une information mensongère, que ce soit un employeur canadien, que ce soit même à l'immigration au Canada, c'est très dangereux. Donc sur votre CV, il faut mentionner ce que vous savez faire. Ok? Mentionnez sur votre CV ce que vous savez faire. Ça, c'est très important. De toutes les manières, si vous mentionnez des choses que vous supposez connaître ou bien que vous n'avez pas, des choses que vous n'avez pas faites, ça va se savoir lors de l'entrevue. Ok? Donc, la façon de rédiger le CV au Canada est très différente de la façon dont nous avons appris en francophonie. Francophonie Afrique, francophonie France en tout cas. C'est très différent. Le CV au Canada, voilà, c'est un peu, le Canada c'est un pays, il se comporte un peu comme les Américains. Hein. Il se comporte comme les Américains. Bien qu'il y a des francophones ici au Canada, au Québec, c'est une francophonie à la nord-américaine. Donc on est beaucoup plus axé sur ce que tu sais faire plutôt qu'à tes compétences, tout ce que tu as acquis à l'école et autres. Ok? On est beaucoup plus axé sur ce que tu sais faire. Je pense que j'avais déjà mentionné ça dans l'une de mes vidéos où je parlais toujours du CV. Comment est-ce que tu vas structurer ton CV? Le CV est constitué de 7 ou de 8 parties. Ton CV doit être constitué normalement de 7 ou de 8 parties. Je vais mettre un modèle de CV en dessous de cette vidéo pour, n'est-ce pas, vous permettre de modifier votre CV si vous êtes en train de rédiger votre CV actuellement ou tout simplement, voilà, de vous inspirer pour rédiger votre CV. Ok? Donc, pour ceux-là, si vous voulez me contacter pour rédiger votre CV, pour vous aider à réaliser, c'est payant. Mais par contre, si vous n'avez pas, comme la plupart, certains disent toujours, je n'ai pas d'argent, mais ils veulent voyager, vous prenez le modèle, vous inspirez, vous faites votre CV. Ça aussi, c'est possible. Il y a des gens qui le font. Mais si vous me contactez pour le CV, sachez que c'est payant. Donc, voici les éléments principaux que doit contenir votre CV. Que doit contenir votre CV. Que doit contenir votre CV, pardon. Dans un premier temps, il y a l'entête du CV. Premier temps, il y a l'entête du CV. Sur l'entête du CV, qu'est-ce que vous allez mettre sur l'entête de votre CV? Sur l'entête de votre CV, ne mettez pas la photo. Ça, ce n'est pas bien. C'est interdit. Bref, ce n'est pas recommandé. Ça ne se fait même pas au Canada. Mettre la photo sur votre CV, ne faites pas ça. Deuxième élément que vous n'allez pas faire. Je commence par des choses que vous ne devez pas faire. Ne mettez pas votre âge. Ne mettez pas votre sexe. Ne mettez pas votre situation matrimoniale. On n'a rien à foutre de ça. Ce sont des éléments que vous ne devez pas mettre sur votre CV. Sur votre en-tête, vous mettez votre nom. Ok, vous mettez votre adresse. Vous mettez votre numéro de téléphone. Et vous mettez votre email. Je répète, vous mettez votre nom. Vous mettez votre adresse postale. Quand je parle d'adresse postale, par exemple, si vous vivez à Ouagadougou, vous mettez Ouagadougou. Si vous avez un code postal, vous mettez le code postal. Vous mettez votre numéro de téléphone, vous mettez votre email. Et pour ceux qui font des travaux comme... ça, c'est une petite astuce que je vous donne en plus. Pour ceux qui sont des ingénieurs, par exemple, pour ceux qui sont des dessinateurs, pour ceux qui font des travaux pratiques, par exemple, de graphisme, vous pouvez mettre un lien en tête de votre CV qui redirige vers votre portfolio. Qu'est-ce qu'on appelle le portfolio? Le portfolio, c'est seulement un ensemble de projets que vous avez réalisés, que vous avez mis dans un document. Il y a des sites internet qui permettent d'héberger vos portfolios
l'employeur peut rentrer dessus, voir les différents projets que vous avez travaillé, vos différents projets pour savoir exactement ce que vous savez faire. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Donc, voilà ce que vous devez mettre en tête. Et après l'en-tête, vous mettez le titre du poste. Vous mettez le titre du poste sollicité. Par exemple, si le poste, c'est par exemple directeur des ressources humaines, vous mettez directeur des ressources humaines en tête. Ok? Si le poste que vous sollicitez, par exemple, c'est directeur des ressources, c'est cuisinier, vous mettez cuisinier. Si c'est enseignant, vous mettez enseignant de. Ok? Ça, c'est ce qui concerne l'en-tête. Ça, c'est la première partie, l'en-tête. Une fois de plus, j'ai dit, je vais mettre un exemplaire. Bien sûr, ne copiez pas cet exemplaire. Ne prenez pas ça pour monnaie comptant. Ok? Vous pouvez modifier, mais les différentes étapes que je vous donne doivent figurer, n'est-ce pas, sur C. Ça, c'est un modèle, il y en a plusieurs. Mais ce que je vous donne, c'est le modèle le plus simple et le plus classique. Le deuxième élément que vous devez, la deuxième partie, en fait, va constituer votre... la deuxième partie doit être constituée de votre profil professionnel. Ok? Lorsqu'on parle de profil professionnel, il ne s'agit pas des tâches que vous avez effectuées. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de des tâches. Il ne s'agit pas des tâches que vous avez effectuées. Il s'agit plutôt des fonctions, par exemple, que vous avez occupées. Ok? Par exemple, des fonctions que vous avez occupées. Vous allez voir dans l'exemple que j'ai mis en dessous de la vidéo. Ok, vous pouvez par exemple dire, je vous donne des exemples comme ça, vous pouvez par exemple dire j'ai plus de 9 ans d'expérience en communication par exemple. Vous pouvez mettre plus de 9 ans d'expérience en communication. J'ai plus de 9 ans d'expérience en communication. J'ai de l'expérience en tant qu'enseignant d'espagnol dans les lycées et par exemple collège d'enseignement secondaire. Voilà des exemples que vous pouvez mettre à ces niveaux, au niveau de votre profil professionnel. La deuxième partie maintenant, c'est vos compétences. La troisième partie, c'est vos compétences. Ok? Les compétences, c'est beaucoup plus vos aptitudes, votre savoir-faire, toujours en lien avec le poste que vous sollicitez. Je vais vous donner des exemples pratiques parce que lorsque on parle en théorie, il y a certaines personnes qui peuvent ne pas comprendre. Vous pouvez par exemple mettre en fonction du poste que vous... par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de communication. C'est que ceux qui par exemple dans la communication, vous avez un bon sens du jugement, vous avez l'esprit du travail en équipe, vous avez une très bonne aptitude à la communication. Ok? Vous ne mettez pas vous mettez aptitude à la communication, esprit d'équipe. Ok? Vous voyez de quoi je parle. Donc vous mettez ça au niveau de vos compétences. Ne confondez pas expérience de travail et compétences. Les compétences sont généralement lorsque par exemple vous faites une formation, je ne sais pas trop, en ressources humaines. Quel est le but, n'est-ce pas, visé par la formation des ressources humaines? Par exemple, on peut dire ressources humaines, c'est de vous rendre capable de savoir recruter, par exemple, quelqu'un. J'ai dit un exemple, n'importe quoi là. Ok? C'est ça, ce sont les compétences que vous avez à l'issue d'une formation. Et vous pouvez avoir également des compétences à l'issue d'un travail. Ok? Par exemple, vous avez travaillé en ressources humaines. Et dans votre entreprise, on vous a formé en comptabilité. Ok, ces compétences aussi, vous les mettez. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point maintenant est constitué de vos expériences de travail ou expériences professionnelles. J'ai parlé de l'en-tête, j'ai parlé, n'est-ce pas, de votre profil professionnel, j'ai parlé de vos j'ai parlé de votre profil professionnel, j'ai parlé de vos compétences. Maintenant, je parle de votre expérience de travail ou expérience professionnel. Maintenant, comment est-ce que vous devez structurer cette partie? La partie expérience professionnelle, ça va être cette partie, vous allez mettre pour chaque fonction que vous avez occupée et chaque entreprise, vous devez structurer d'abord. Vous devez mettre le titre du poste exact que vous avez occupé. D'accord? Ça, c'est la première des choses qui doit ressortir. Et mettez ça en gras. Le titre du poste. Et ici également, mettez uniquement des expériences que vous avez eues en fonction de l'emploi que vous sollicitez. Ne mettez pas toutes vos expériences, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'un employeur dit, je cherche quelqu'un qui va venir me laver le sol. Vous dites que vous êtes jardinier, vous venez postuler. Ok, ça ne sert à rien. Mettez uniquement, même si vous avez l'expérience dans les deux, mettez uniquement en avant les expériences que vous avez qui sont liées au poste. Ok. Maintenant, d'autres expériences sont également importantes. Vous allez garder ça peut-être pour la lettre de présentation ou pour la phase d'entrevue. Ça aussi, c'est possible. Ça se fait même d'ailleurs. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous mettez le titre du poste. Ok.
Vous mettez, deuxièmement, vous mettez le nom de l'entreprise, la ville de l'entreprise, ok, et le pays. C'est important. Si vous êtes à l'étranger aujourd'hui, si vous avez occupé par exemple un poste de, je vais encore dire, directeur des ressources humaines, vous mettez directeur des ressources humaines, le nom de la compagnie, vous mettez par exemple les établissements, je ne sais pas, ABK, la ville Ouagadougou, pays Burkina Faso. Ok, un exemple que je vous donne. D'accord. Qu'est-ce que vous devez mettre? Vous devez également énumérer avec précision les tâches que vous avez effectuées. Énumérer avec précision les tâches que vous avez effectuées. Ok. Et lorsqu'on dit les tâches que vous avez effectuées, il faut commencer par des verbes à l'infinitif, les verbes d'action à l'infinitif. J'ai dit commencer cette tâche. Si par exemple vous étiez, je prends par exemple si vous étiez entretien, vous avez fait par exemple l'entretien ménager dans une entreprise, ou vous étiez agent d'entretien, vous pouvez par exemple mettre nettoyer les tapis, verbe d'action. Ok. Aspirer le tapis, nettoyer les tapis, nettoyer les fenêtres. Il y a quel autre exemple qui me vient? Laver la voiture. Ok. C'est un exemple que je prends. Vous allez adapter ça en fonction de votre travail et du poste sollicité. Ça, c'est au niveau de l'expérience. Pour chacune de vos expériences, vous allez mettre ça. Le titre, en dessous, vous mettez le nom de l'entreprise, vous mettez la ville et vous mettez, n'est-ce pas, le pays. D'accord? Je répète encore, ça ne sert à rien de citer toutes les tâches. Citer les tâches qui sont liées au poste sollicité. Et pour être à l'aise à ce niveau, il est important que vous preniez le temps de lire l'intitulé de l'offre d'emploi. En fait, les tâches qui vous seront, n'est-ce pas, confiées si on vous recrute. Ok? Maintenant, la cinquième partie a beaucoup trait maintenant à vos diplômes, ok, à votre parcours académique, ok. Et ici, vous devez structurer comment est-ce que vous devez mettre le titre de votre diplôme. À la suite du titre de votre diplôme, vous devez mettre l'école dans laquelle vous avez obtenu le diplôme. Ne mettez pas la date, ça ne sert à rien. Vous mettez le titre du diplôme, vous mettez l'école dans laquelle, la ville et le pays. C'est très important. Surtout lorsque vous êtes à l'étranger. Parce qu'il y a un élément ici, il faut que l'employeur sache que vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger pour savoir à quoi s'attendre. Peut-être qu'il va vous demander les équivalences et ainsi de suite. Si vous avez déjà les équivalences, c'est bien fait, c'est bien. Mais ne mentionnez pas que vous avez les équivalences sur votre CV, ça ne sert à rien. Une fois de plus, vous pouvez mentionner ça dans la lettre de motivation ou la lettre de présentation. Ou tout simplement, vous pouvez parler de ça lors de l'entrevue. Il y a des employeurs qui demandent ouvertement est-ce que vous avez déjà fait l'équivalence de vos diplômes. Donc ça ne sert à rien. Si vous avez l'équivalence, c'est une bonne chose. Je vous encourage de le faire. C'est très important. Ça peut être un plus. Ça peut permettre à ce qu'on vous distingue, n'est-ce pas? Si à valeur égale, si à point égal avec notre candidat, votre équivalence peut, n'est-ce pas, vous permettre de vous démarquer et d'être recruté tout simplement. Donc je vais prendre un exemple à ce niveau. Vous pouvez par exemple mettre que j'ai une maîtrise en sciences de l'éducation obtenue à l'université par exemple de Conakry. Vous mettez Guinée, je ne sais pas quelle ville vous pouvez mettre, ok. Vous mettez la ville et vous mettez, ok. Je dis encore, vous pouvez mettre exemple maîtrise en sciences de l'éducation, université de Conakry, par exemple ville Conakry, pays Guinée. Voilà un exemple tout simple. L'ensemble de vos diplômes, vous les mettez de cette façon, ok. Vous pouvez mettre l'année de l'obtention de diplôme, ok. Vous pouvez mettre ça, vous allez voir ça dans le modèle, n'est-ce pas, du CV. Bien que ça ne soit pas trop nécessaire, je vais vous mettre ça dans le modèle de CV en dessous de la vidéo. Et vous citez, c'est important, comme je le dis, citez toujours des éléments qui sont liés au poste. C'est très important, ça va vous permettre de réduire votre CV. Et rappelez-vous que, à moins que vous ayez une expérience de 10 ans, à moins que vous ayez une expérience de, par exemple, 10 ans, ce n'est pas nécessaire de faire un CV kilométrique. 2 pages suffisent pour les plus expérimentés. Pour les moins expérimentés, même une page suffit. On n'a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de mettre tout. Mettez uniquement les éléments importants sur votre CV. Dans la dernière partie, n'est-ce pas, du CV, l'avant-dernière partie, là, ça va vous pouvez mettre là-bas vos réalisations. Ok, mettre les réalisations, les distinctions. Par exemple, si vous avez été major de votre promotion, vous mettez. Si vous avez obtenu une bourse, vous mettez. Si vous avez fait un voyage à l'étranger dans le cadre d'un projet, vous mettez. Si vous avez réalisé un projet, vous avez par exemple construit une maison, travaillé sur un projet gouvernemental, vous mettez le titre du projet et l'année que vous avez réalisé le projet. Maintenant, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle les hobbies, les loisirs. Ok, c'est cette partie où
n'est-ce pas? Certaines personnes mettent le permis, certaines personnes mettent le sport, certaines personnes mettent simplement leur passion. Et même à ce niveau, il faut choisir des passions qui sont... voilà. Par exemple, si vous voulez dire que vous aimez le sport, il faut choisir par exemple les sports qui mettent en avant des qualités liées au poste. Par exemple, si vous voulez travailler dans une entreprise de production, vous savez que vous n'allez pas travailler seul, vous allez travailler avec des gens, vous allez travailler en équipe. Ça ne sert à rien d'aller dire là-bas que vous aimez pratiquer un sport individuel. Ça montre en fait, voilà, il faut mettre des sports. Par exemple, le football, c'est un sport voilà, collectif qui demande ce que vous travaillez. N'est-ce pas? Ça montre en fait que vous aimez le travail en équipe. Ok? Bien sûr, vous pouvez extrapoler et jouer sur votre créativité, mais tenez toujours compte du poste sollicité. Il faut que lorsque l'employeur lise votre CV, qu'il voie dans votre CV que vous avez des éléments qui matchent avec ce qu'il veut. Okay? Ne faites pas un CV à l'arrache, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je faisais cette erreur-là. Et puis voilà, jusqu'à ce que j'ai pris un cours sur comment faire le CV. Déjà dans la formation, on nous apprenait ça. Et c'est ça qui a radicalement changé. Ça a radicalement changé. Donc voilà les éléments que vous devez mettre. Et j'ai oublié l'autre élément, il y a la langue. Maintenant, est-ce qu'on demande un poste en anglais? Si c'est un poste en anglais, il faut mentionner. Si vous avez des équivalences et des diplômes. Et à quel niveau vous devez mettre la langue. Il est préférable de mettre la langue juste au niveau du profil professionnel. Ok? Après le profil professionnel, vous mettez la langue. Vous pouvez mettre langue français si vous parlez, si c'est votre langue maternelle. Si vous êtes francophone, vous mettez langue maternelle. Anglais, vous pouvez mettre le niveau. Si vous avez des équivalences, voilà, vous mettez. Si vous avez fait un test d'anglais, vous mettez votre niveau d'anglais en fonction du test d'anglais que vous avez obtenu. Pareillement, les anglophones qui voilà, postulent un poste en français, si vous avez fait des examens de français, vous mettez pareillement. Dans la prochaine vidéo qui doit sortir, on va parler de la lettre de motivation. Ok? On va parler de la lettre de motivation. Je vais vous montrer comment structurer votre lettre de présentation. Quels sont les éléments que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et je vais également vous donner un modèle pour que vous, voilà, pour inspirer quoi. Et lorsque vous avez ces deux éléments bien faits, vous postulez simplement. À chaque fois, vous adaptez en fonction du poste sollicité tout simplement. Voilà, c'est tout. Cette vidéo est une partie d'une formation que j'ai faite sur comment décrocher rapidement un travail au Canada à partir de l'étranger. Ok, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez obtenir un permis de travail fermé à partir de l'étranger, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour, n'est-ce pas, prendre cette formation qui va un peu plus loin, qui non seulement parle de lettre de motivation, mais vous donne également des astuces pour décrocher un travail. Là, je donne les listes des employeurs qui recrutent à l'international. Je donne également d'autres stratégies pour rédiger un CV, d'autres stratégies pour passer une entrevue. Je donne également comment vous pouvez demander votre permis de travail. Quels sont les éléments? Est-ce qu'un employeur peut payer votre billet d'avion? Je vous cite tout ça dans la formation. Ok. Bref, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous allez voir les différents éléments qui sont dans la formation si vous voulez aller plus loin, faire des choses vous-même. Ok. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et entre parenthèses, la formation est tellement sollicitée que je vais augmenter le prix. Je ne sais pas encore quand je vais augmenter le prix. Si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et voilà, vous aurez accès à la formation complète. Ciao.